Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Drali, pédiatre à Paris. On va voir ensemble aujourd'hui le cours du rachitisme carentiel chez l'enfant. Vous avez au niveau de la première diapositive mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Qu'est-ce que c'est qu'un rachitisme carentiel? Par définition, le rachitisme carentiel est un ensemble de troubles de minéralisation osseuse touchant un organisme en pleine croissance, et cela est secondaire à un déficit en vitamine D. L'intérêt de ce cours est essentiellement porté sur la gravité immédiate que peut engendrer un rachitisme carentiel, et cela par les complications redoutables de l'hypocalcémie, elle-même secondaire à l'hypovitaminose D, peut être aussi source de séquelles orthopédiques. Le médecin devrait, à la fin de ce cours, capable de dépister les signes de rachitisme carentiel, et cela en respectant les différentes étapes de l'examen d'un nourrisson, et le meilleur rôle du médecin bien sûr est la prévention, et cela par le respect du schéma national de supplémentation systématique des nourrissons, par l'exposition régulière au soleil et par une alimentation riche et équilibrée. La vitamine D est un dérivé du cholestérol. Elle existe sous deux formes, la vitamine D3 ou cholécalciférol et la vitamine D2 ou l'ergocalciférol. La D3 et la D2 sont deux molécules sœurs. La vitamine D existe majoritairement sous la forme de D3 qui a une origine animale. Par contre, la vitamine D2 ne constitue que 20% de la vitamine D totale et qui a une origine végétale. Quelles sont les sources de la vitamine D? La vitamine D3 provient majoritairement d'une synthèse endogène et accessoirement d'apports exogènes. La synthèse endogène se fait à partir d'un précurseur de la vitamine D appelé 7-déhydrocholécalciférol, qui va subir une succession de transformations au niveau de la peau, aboutissant à la prévitamine D. Cette prévitamine D3 va passer au niveau sanguin et sera transportée grâce à une protéine appelée protéine binding D pour subir une transformation au niveau hépatique et rénal. Pour la vitamine D2, elle provient exclusivement d'apports exogènes, c'est-à-dire que le corps ne peut pas synthétiser de la vitamine D2. Très peu d'aliments contiennent de la vitamine D, essentiellement les poissons gras, qui ne sont pas de consommation courante. Quant au lait maternel, il est pauvre en vitamine D et dépend du statut vitaminique de la mère. Pour le nourrisson, il existe trois sources physiologiques de la vitamine D. Il constitue sa réserve au troisième trimestre de gestation, comme le fer et le calcium. Il peut avoir de la vitamine D à partir de l'allaitement maternel, quoiqu'on a vu que c'est des doses très infimes, et en s'exposant au soleil. Mais si l'une des sources est déficiente, vous comprenez aisément que l'enfant est source de développer un rachitisme carentiel, et cela surtout si on n'instaure pas une supplémentation systématique en vitamine D. Comment agit la vitamine D dans l'organisme? La vitamine D possède deux sites d'action, principalement l'intestin et l'os. Au niveau intestinal, elle augmente le transfert du calcium et l'absorption du phosphore. Au niveau osseux,
Elle aide à la fixation du calcium et du phosphore sur la trame protéique. D'autres actions sont attribuées à la vitamine D qui sont secondaires, à savoir l'action rénale en diminuant la calciurie et la phosphaturie, et une action musculaire en augmentant les concentrations musculaires en ATP et en phosphore. La vitamine D ingérée ou synthétisée à partir de la peau ne peut réaliser ces actions précédemment décrites sans avoir subi deux hydroxylations. La première au niveau hépatique grâce à la 25-hydroxylase, constituant ainsi la forme de stockage, et la deuxième hydroxylation se fera au niveau rénal grâce à la 1-alpha-hydroxylase, constituant ainsi la forme active appelée 1,25-déhydrocholécalciférol. La vitamine D est stockée majoritairement au niveau du tissu adipeux, contrairement aux autres vitamines. Quels sont les mécanismes d'action de la vitamine D au niveau cellulaire? Ces mécanismes étaient encore inconnus il y a à peine 20 ans. Ces mécanismes sont mieux connus maintenant, et cela à partir de la découverte du récepteur de la vitamine D appelé VDR qui se trouve au niveau de toutes les cellules de l'organisme et qui a la capacité de se présenter sous deux formes à la vitamine D. Si il se présente sous forme appelée NIS, il sera à l'origine des actions génomiques. Si il se présente à la vitamine D sous forme MIS, il sera à l'origine des actions non génomiques. À savoir que les actions non génomiques sont responsables de l'apport rapide et accru du calcium à l'organisme. Par contre, les actions génomiques de la vitamine D et de son récepteur seront à l'origine de la mobilisation du calcium dans l'organisme d'une manière un peu plus retardée. Ce qu'on connaissait de la vitamine D, c'est que la vitamine D est synthétisée à partir de la peau et qu'elle doit subir deux hydroxylations pour être active dans l'organisme. Ce qu'on connaissait moins, c'est que la vitamine D avait son propre récepteur, que ce récepteur est intelligent, qu'elle avait sa propre protéine de transport et qu'au niveau nucléaire, elle avait un endroit spécialement dédié pour elle, appelé VDRE, élément de réponse à la vitamine D, qui, quand la vitamine D avec son récepteur se lie dans cette partie de l'ADN, sera à l'origine d'une transcription de l'ARN et d'une synthèse protéique. Et de là, les études ont montré que non seulement la vitamine D était à l'origine des effets qu'on connaissait, qui sont la mobilisation du calcium pour une ossification de l'os préformé, elle était aussi responsable d'autres actions dans l'organisme. L'engouement concernant la vitamine D ne cesse d'augmenter ces dernières années, et cela est secondaire aux nouvelles données concernant la vitamine D qu'on va voir tout le long de ce cours. Vous constatez que le nombre de publications a carrément doublé ces 20 dernières années. Mais cette vitamine n'est pas connue d'hier. Vous avez sous les yeux les trois principaux chercheurs qui se sont intéressés à cette vitamine. Mellomby en 1919 a mis en exergue une molécule qu'il appela molécule dépositrice de calcium, mais ce n'est qu'en 1928 que Windows a découvert cette vitamine, a découvert sa structure chimique et a réussi à la synthétiser d'une manière industrielle, ce qui lui a valu le prix Nobel de médecine. Et ce n'est qu'en 1952 où Woodward a mis en exergue la double transformation de cette vitamine D. Qu'est-ce qui s'est passé?
ces dernières années concernant la vitamine D. Dans les années 80, nous avons découvert que la vitamine D avait un récepteur propre à elle et qu'elle était capable, via son récepteur, de nombreux mécanismes d'action au niveau cellulaire. À partir des années 2000, Norman et son équipe avaient démontré que le complexe vitamine D et son récepteur étaient à l'origine de l'expression de nombreux gènes. Donc, grâce à ces nouvelles données la concernant, la vitamine D est responsable au niveau de l'organisme, nous allons le voir un peu plus tard, non seulement du maintien de l'homéostasie phosphocalcique, mais plusieurs études observationnelles et quelques-unes interventionnelles avaient démontré, grâce aux nouvelles données concernant la vitamine D et son mécanisme d'action au niveau cellulaire, qu'elle pouvait interférer dans plusieurs processus et qu'un état de déficit pourrait exposer l'organisme à des pathologies principalement infectieuses, inflammatoires, au cancer, aux troubles cognitifs et plusieurs d'autres pathologies. À la lumière de ces nouvelles données concernant la vitamine D, il est légitime de se poser des questions sur la classification de cet élément, à savoir, est-ce que c'est toujours une vitamine ou est-elle une hormone? Vous avez sous les yeux la définition de la vitamine, qui est en l'occurrence une substance indispensable à l'organisme, mais dont l'organisme est incapable de synthétiser. Or, la vitamine D ne répond pas à cette définition, elle est synthétisée par l'organisme par la synthèse cutanée. La vitamine, principal rôle dans l'organisme, est soit cofacteur de réaction enzymatique, soit antioxydant, alors que la vitamine D a des rôles beaucoup plus nobles que ça. Nous avons vu qu'elle est à l'origine d'une transcription de l'ADN et d'une synthèse protéique. La vitamine D, nous avons vu aussi qu'elle a sa propre protéine de transport, son récepteur, et qu'elle subissait deux transformations et qu'elle était stockée dans un endroit qui n'était pas le lieu de stockage habituel des vitamines et qu'elle avait des rôles génomiques et non génomiques au niveau cellulaire. Donc, elle répond plus à une définition d'hormone que de vitamine. Quels sont les facteurs de risque qui exposeraient à une hypovitaminose D? Différentes études ont mis en évidence des facteurs propres à l'individu et d'autres facteurs propres à l'environnement dans lequel vit l'individu. Nous allons voir ensemble les facteurs intrinsèques. Le sexe en premier, à savoir que le sexe féminin sont plus à risque de développer une carence en vitamine D par rapport au sexe masculin, et cela dû à une présence du tissu adipeux plus important chez le sexe féminin par rapport au sexe masculin. Le statut physiologique, cela veut dire que le prématuré, le retard de croissance, le petit poids de naissance, la femme enceinte, celles qui allaitent sont plus à risque de développer une hypovitaminose D par rapport aux autres catégories. Toutes aussi anomalies des différentes étapes du métabolisme de la vitamine D compromettraient un bon statut en vitamine D, à savoir une anomalie dans la synthèse cutanée, une anomalie dans l'absorption digestive, dans l'activation hépatique, dans l'activation rénale, pourrait compromettre ce statut. La carence peut aussi s'installer dans différentes pathologies chroniques, à savoir les cholestases, la mucoviscidose, l'insuffisance rénale et bien d'autres pathologies. Pourquoi? Parce que ces pathologies aussi interfèrent dans le métabolisme de la vitamine D. Venons à développer les facteurs extrinsèques d'une hypovitaminose qui exposerait à une hypovitaminose D. La saison. Pour
pouvoir synthétiser de la vitamine D à partir de la voie cutanée, il faudrait une certaine longueur d'onde, un certain type d'onde, une certaine intensité, à savoir des UVB, de longueur d'onde de 290 à 315 nanomètres, et d'une certaine intensité pour déclencher la cascade de transformation du 7-déhydrocholécalciférol au niveau cutané. Et cela est présent durant la saison printanière et estivale. Durant le printemps et l'automne, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Donc, même s'il y a un rayonnement, il n'est pas suffisant pour déclencher la synthèse cutanée. Vous comprenez aussi aisément que la latitude, l'altitude, la pollution, le mode d'habitation exposent au risque d'une hypovitaminose D. L'heure d'exposition, à savoir que si on s'expose avant 10 heures et après 17 heures, le rayonnement n'est pas suffisant pour déclencher la transformation du précurseur de la vitamine D au niveau de la peau pour aboutir à une vitamine D. Bien sûr, le mode alimentaire, les habitudes vestimentaires, la non-pratique d'une activité physique, la protection solaire exposent au développement d'une situation de carence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la clinique et le traitement du rachitisme carentiel chez l'enfant, un mot sur l'histoire de l'Algérie avec la carence en vitamine D. Il faut savoir que le rachitisme carentiel durant la période coloniale était responsable d'une morbimortalité importante. Un nourrisson sur 3 était atteint de rachitisme carentiel. Ce rachitisme était responsable d'une important pourcentage de décès par les complications secondaires à l'hypocalcémie sévère qu'entraîne l'hypovitaminose D. Fort heureusement que depuis l'indépendance, l'Algérie a adopté un schéma de supplémentation systématique de tous les nourrissons à 1 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, en prenant une ampoule de vitamine D3, dose de charge de 200 000 unités internationales. Ce schéma a permis la quasi-disparition du rachitisme carentiel de la population pédiatrique dans les années 80. C'est pour cela que le schéma de supplémentation a été revu à la baisse à partir de la fin des années 90 pour ne garder que la supplémentation de 1 mois et de 6 mois. Qu'en est-il de l'enfant préscolaire et de l'adolescent et de la femme enceinte qui ne sont pas concernés par cette supplémentation? Aucune étude épidémiologique a été réalisée afin de connaître le statut de la vitamine D de la population algérienne. Pour la population pédiatrique, 3 travaux de recherche ont été réalisés entre 2013 et 2017 dans différentes tranches d'âge de la population pédiatrique et dans différents endroits d'Algérie qui ont montré une forte prévalence de l'hypovitaminose D chez l'enfant, allant de pratiquement de plus de 60% jusqu'à 85% des enfants. Donc on est en droit de se poser la question, est-ce que notre schéma national est suffisant pour avoir un taux de vitamine D optimal? C'est vrai qu'on a éradiqué pratiquement le rachitisme carentiel, mais est-ce que avec cette supplémentation de 1 mois et de 6 mois, on peut obtenir une bonne santé osseuse?
C'est ce qu'on va voir tout le long de ce cours et on répondra à cette question à la fin du cours. Vous voyez dans cette diapositive que l'Algérie n'est pas la seule à avoir un statut en vitamine D déficient. C'est un problème mondial, problème de santé publique. Plusieurs pays, que ce soit du nord ou du sud, ont un taux élevé de la population qui souffre de l'hypovitaminose D. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les pays les moins ensoleillés qui souffrent de l'hypovitaminose D, mais c'est les pays les plus ensoleillés qui ont des taux les plus forts dans le monde. Les tableaux cliniques, radiologiques et biologiques peuvent être différents et cela selon le moment du diagnostic. Ça dépendra de l'âge, de la durée du déficit en vitamine D et de sa sévérité. Les manifestations cliniques d'hypocalcémie constituent les signes d'appel les plus fréquents. Les signes osseux cliniques et radiologiques prédominent dans les régions où la croissance osseuse est plus rapide, à savoir les métaphyses désolants et les jonctions chondrocostales. Le rachitisme carentiel se révèle généralement entre 4 et 12 mois, avec un maximum de fréquence avant l'âge de 18 mois. Et cela, comme on vient de l'expliquer, est secondaire à la vélocité de la croissance qui est très élevée à cet âge, et donc les signes sont particulièrement visibles. Les signes osseux sont ceux qui sont au premier plan. Au niveau du crâne, on décrit le craniotabès, qu'il faut savoir rechercher par la pression du pouce dans la région pariéto-occipitale. Il réalise la sensation de balle de tennis ou de ping-pong. Les déformations crâniennes peuvent être fréquentes, à savoir une fontanelle antérieure large, un aplatissement occipital avec une proéminence des bosses frontales. Au niveau du thorax, on peut avoir un chapelet costal, comme vous le voyez au niveau de l'image en bas à droite. Ce chapelet costal est constitué de nodosités liées à l'hypertrophie de la jonction chondrocostale. On peut aussi avoir des déformations thoraciques en rapport avec l'aplatissement antérieur du thorax et un rétrécissement sous-mammaire avec un élargissement des bases thoraciques. Au niveau des membres, on peut palper des bourrelets ou nourrures métaphysaires qui sont individualisés aux poignets et aux chevilles et qui sont parfois, quand ils sont importants, palpables. Vous l'avez au niveau de l'image dans la slide précédente. Et on peut aussi constater des déformations des membres affectant principalement les membres inférieurs et cela est secondaire à la pesanteur. Ces déformations peuvent se voir dans des rachitismes très évolués dans les membres supérieurs. Vous le constatez dans l'image qui est en bas à gauche, différents types de déformations, à savoir un génuvarum, un génuvalgum ou carrément une démarche dandidante par un coxavara et généralement les parents ramènent l'enfant quand ils constatent soit une boiterie, soit cette démarche dandinante. Vous l'avez constaté, les déformations osseuses sont partout dans l'organisme. Nous avons commencé par le crâne, le rachis, les membres, et là on arrive au niveau du rachis. Qu'est-ce qui se passe? On aura des déformations de la colonne vertébrale et du bassin qui ne s'observent généralement que dans les rachitismes très évolués. On peut constater aussi une kyphose dorso-lombaire et cela par hypotonie musculaire. Nous avons parlé des manifestations osseuses. Là, on arrive aux manifestations extra-osseuses qui sont généralement des manifestations cliniques de l'hypocalcémie, à savoir des convulsions,
une tétanie, une hypotonie de la sangle abdominale qui sera à l'origine d'une hernie ombilicale avec l'aspect de ventre de batracien, un retard des acquisitions motrices, et le plus dangereux est l'insuffisance fonctionnelle des muscles respiratoires qui sera à l'origine de troubles de la ventilation et par la même occasion d'obstruction et d'infection bronchique, ce qu'on appelle le poumon rachitique. On peut constater aussi des signes hématologiques et cela est secondaire au rôle de la vitamine D dans l'hématopoïèse. Donc dans les rachitismes sévères, on peut avoir une pâleur, une splénomégalie, un ralentissement de la courbe staturopondérale, Nous commençons par les anomalies qui sont constatées au niveau des membres. On peut avoir des anomalies métaphysaires, des anomalies épiphysaires, des anomalies diaphysaires. Et tout cela dépendra du degré de sévérité et d'évolution du rachitisme carentiel. Vous avez sous les yeux les différentes anomalies dans les différents étages de l'os. Les plus importantes à retenir, c'est l'élargissement des métaphyses, ce qu'on appelle l'image en toit de pagode, les anomalies épiphysaires avec le retard d'apparition des noyaux épiphysaires et les anomalies diaphysaires avec une déminéralisation osseuse généralisée et dans les stades ultimes des fractures spontanées. Au niveau thoracique, il y aura un élargissement de l'extrémité antérieure des côtes qu'on appelle bouchon de champagne. Et simultanément, on peut observer des anomalies parenchymateuses, comme nous vous l'avons expliqué, qui seront à l'origine d'aspects de poumon sale par troubles de ventilation et de surinfection. Au niveau du crâne, on peut avoir une voûte crânienne très amincie avec un retard d'ossification des sutures. On peut constater une perturbation d'autres paramètres biologiques, à savoir une hypomagnésémie, une hyperaminoacidurie, une anémie hypochrome. Mais cette hypovitaminose D, comment la constater? Quel dosage? Et quelles sont ses valeurs de référence? Peu importe le type de vitamine D utilisé, il faut savoir que la voie orale offre une meilleure biodisponibilité en 6 à 12 heures avec une valeur atteinte maximale en 7 jours par rapport à la voie intramusculaire et la voie sous-cutanée. L'administration de la vitamine D est un acte médical qui est consigné par un arrêté ministériel précisant les modalités d'administration de cette vitamine, qui a été réitéré par le Comité national de nutrition depuis déjà 1994. Deux situations se présentent. Soit on est devant un rachitisme carentiel qui présente une hypocalcémie et une hypovitaminose D, soit on est dans une situation où on a un rachitisme carentiel avec normocalcémie
et hypovitaminose D. Dans la première situation, à savoir en l'absence d'hypocalcémie, les experts recommandent 2 étapes de correction de l'hypovitaminose D. La première vise à corriger l'insuffisance en vitamine D. Selon le taux de vitamine D, prenons à titre d'exemple, si l'enfant présente un taux inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, il lui faut une ampoule de 100 000 unités internationales de D3 chaque 2 semaines pendant 2 mois, c'est-à-dire 400 unités internationales en totalité. Ou si le choix se porte sur une supplémentation quotidienne, il devra prendre 800 unités par jour. La deuxième étape vise à une supplémentation en vitamine D pour maintenir un taux souhaitable, généralement supérieur à 30 nanogrammes par millilitre grâce à un traitement d'entretien. Les experts recommandent une dose espacée de 100 000 unités internationales de vitamine D3 tous les 3 mois ou une dose quotidienne de 800 unités internationales par jour. Mais quelle est la durée de ce traitement? La durée de la substitution vitaminique n'est pas codifiée. Elle dépend de l'objectif du traitement, c'est-à-dire si vous voulez avoir un statut supérieur à 20 nanogrammes par millilitre ou un statut optimal supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Ça dépendra de la tolérance clinique du traitement et, bien sûr, si cette supplémentation perdure dans le temps, il faudrait surveiller le bilan phosphocalcique pour ne pas tomber dans l'autre versant, à savoir l'intoxication par la vitamine D qui mènera à l'hypercalcémie et ses conséquences redoutables, à savoir une insuffisance rénale. Nous arrivons à la deuxième situation, en cas d'hypocalcémie. Stade 1 et 3 de Fraser. Là, on vous préconise de corriger la calcémie par voie veineuse pendant 24 heures et de prendre le relais par voie orale pendant 10 à 15 jours. Bien sûr, supplémenter en vitamine D selon le schéma précédent. Nous avons parlé du traitement curatif du rachitisme carentiel, mais le meilleur rôle du médecin, c'est pouvoir prévenir l'installation de cette pathologie. Et cela passe par le respect de la supplémentation systématique des nourrissants selon les recommandations nationales. Il faut savoir aussi administrer un traitement préventif à des populations à risque selon les facteurs de risque que nous avons développés au début du cours, à savoir la femme enceinte, le petit poids de naissance, ceux qui sont sous allaitement maternel, les pathologies chroniques, etc., etc. Existe-t-il des effets secondaires de l'administration de la vitamine D? En réalité, les effets secondaires décrits comme les malaises et les fausses routes ne sont pas secondaires à la vitamine D proprement dit, mais secondaires à la modification de la forme de présentation de certaines spécialités à base de vitamine D qui sont à l'origine d'une chute brutale du contenu du flacon dans la cavité buccale du nouveau-né ou de l'enfant, qui sera responsable de fausses routes, de pneumopathie d'inhalation et parfois de mort subite. Peut-on s'intoxiquer par la vitamine D? Il existe très peu de cas décrits dans la littérature. C'est un phénomène très rare. Le seuil sérique estimé pour une éventuelle intoxication à la vitamine D est fixé entre 150 à 200 nanogrammes par millilitre, et on connaît mieux le mécanisme de l'intoxication à la vitamine D maintenant, c'est-à-dire que ne fait pas une intoxication à la vitamine D qui veut. Les gens qui développent une toxicité, c'est des gens qui ont
une mutation dans le gène qui inactive le cytochrome 24A1 responsable de la désactivation de la forme active. Ces personnes vont stocker la forme active et elle ne sera pas dégradée dans le rein. Et ces personnes feront une intoxication à la vitamine D à des doses très habituelles, très infinitésimales de vitamine D. Les contre-indications à l'administration de la vitamine D sont très rares, à savoir une hypercalcémie, si on présente une lithiase urinaire calcique, si on a une hypercalciurie. Avant de finir, je voulais attirer votre attention sur les formes médicamenteuses de la forme active de la vitamine D qui existent dans les officines, qui ne peuvent pas être utilisées pour remplacer la vitamine D qui est la forme de stockage. Ces formes sont réservées à certaines pathologies et il serait dangereux de les utiliser à la place de la forme de stockage. Après avoir développé le traitement pharmacologique, nous allons voir brièvement en quoi consiste le traitement non pharmacologique. L'exposition au soleil. Il faut dire aux parents que pour synthétiser de la vitamine D, il faut s'exposer régulièrement selon les recommandations au soleil, à savoir exposer son visage, les bras et les jambes, 1 jour sur 2 pendant minimum 15 minutes. Pour ceux qui présentent un phototype foncé, la durée de l'exposition doit être plus longue. À cette exposition solaire, il faut adjoindre une alimentation adaptée et riche en vitamine D. Nous avons vu au début du cours que très peu d'aliments contiennent la vitamine D à des doses préconisées par les recommandations internationales. C'est pour cela que certains pays ont enrichi certains aliments de consommation courante en vitamine D, comme le lait, les fromages, les autres produits laitiers, les huiles, les jus, les céréales, les farines. Pour conclure, le dépistage et le traitement du déficit en vitamine D constituent un enjeu de santé publique. La véritable prévention primaire de la perte osseuse est la constitution d'un capital osseux satisfaisant durant les périodes de l'enfance et de l'adolescence. Le souci actuel est optimiser le statut de la vitamine D de l'individu afin d'avoir la meilleure minéralisation osseuse. On arrive à la fin du cours. Je réitère mon message pour vous dire que vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires par mail. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Bon courage pour la suite.